Encore beaucoup de courage à tous les amis et les auditeurs englués dans les embouteillages ce matin de Douala 5e, des embouteillages monstres. On a une pensée pour vous. Vous faites bien pour ceux qui se garent sur le bas-côté et qui empruntent d'autres chemins. Eh bien, les amis, ce qu'on va vous dire, c'est que c'est la meilleure des décisions. Expérimenter le quotidien du petit Camerounais qui est obligé d'emprunter une moto, même si c'est dangereux. Mettez un casque, docteur Eric Amomongo, mettez un casque. Tous les autres, Monsieur Mongele, Jean-Daniel, bonjour à vous. Merci de nous écouter à bord de votre voiture. Idi KBK Radio, c'est sa compagne dans un moment aussi difficile. Mais autre chose qu'on pourrait se demander quand même, Fifi, c'est comment ça se fait que vous soyez dans des embouteillages à 8h40, c'est que vous êtes peut-être parti de chez vous à une heure irrégulière. Ça peut pas être le cas. Oui, ah non, vous pensez? C'est pas forcément le cas, parce que justement, j'en parlais hier avec Cathy Mintia. Il y a déjà un autre facteur, c'est-à-dire les pièces de monnaie qui sont la rareté des pièces de monnaie. Oui. Ce qui fait que ceux qui prennent les transports en commun ont ce gros souci-là. Vous pouvez attendre 30 minutes, 40 minutes, alors que vous êtes bien sorti à l'heure. Et après, vous vous retrouvez en retard. Faites la monnaie la veille. Même s'il faut faire la monnaie la veille, est-ce que c'est facile la veille? La deuxième des choses, c'est que c'est pas. On a parlé du cas de Rompoula, mais je vais vous dire qu'à 14, déjà, à partir de 14, pour nous, là-bas, c'est déjà compliqué. J'ai pensé à tous les points kilométriques. Ce n'est pas seulement là-bas, c'est compliqué partout. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On peut sortir à 6h et se retrouver carrément en retard. Bon, sortir à 5h. À 5h. Faites ça. Ouais. Oh, peut-être on va essayer 5h. Il faut essayer 5h. Comme on essaie d'avoir Christophe Obiokono dans quelques secondes, le directeur de publication du journal Kalara, qui va revenir entre autres sur l'affaire Martinez-Ogo, du moins je l'imagine, avec Sidonie Fikak dans quelques secondes. Ils parleront des tergiversations du juge d'instruction face à Justin Danwe. C'est du moins le titre qui barre la une de Kalara ce matin. On y va pour l'interview. Sidonie Fikak reçoit donc le directeur de publication de Kalara, Christophe Obiokono. Christophe Obiokono, bonjour. C'est vrai qu'on ne vous écoute pas bien. On l'entend mieux maintenant. Rebonjour. Rebonjour Christophe Obiokono. Bonjour et bonjour aux auditeurs de ABK Radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Moi-même. L'affaire Martinez-Zogo, de nouveau au goût du jour avec des tergiversations du juge d'instruction face à Justin Danwe. L'information barre la une de cette édition de Kalara du 10 octobre 2023. Que devons-nous comprendre dans cette affaire? Il faut simplement comprendre que 8 mois après l'ouverture de l'enquête judiciaire, ce qu'on appelle information judiciaire, le lieutenant-colonel Sekati de Kamwe n'a pas encore auditionné le principal, mise en cause dans l'affaire de l'enlèvement suivi de la mort de Martinez-Zogo. On se souvient qu'il y a à peu près 3 mois, précisément au début du mois d'août dernier, le juge d'instruction avait organisé plusieurs auditions, y compris des personnes inculpées, mais aussi de nombreux témoins. Il avait tout aussi organisé des confrontations. Et à cette époque-là, le juge d'instruction du tribunal militaire souhaitait auditionner en premier Justin Danwe. Le rendez-vous avait été renvoyé parce que l'avocat de M. Danwe n'était pas là. Mais depuis, plusieurs autres rendez-vous ont été fixés. Ils ne se sont jamais concrétisés. Kalara est allé aux nouvelles et il apprend que le juge d'instruction a décidé de faire de nouvelles expertises sur les téléphones et sur les contacts de certaines personnes et qu'il attend les résultats de ces investigations-là avant d'auditionner le lieutenant-colonel Justin Danwe. Mais il faut savoir que les premières déclarations de Justin Danwe, lorsqu'il avait été interpellé par la gendarmerie au tout début de l'affaire, avant même la création de la commission mixte gendarmerie-police, avait fait sensation. Voilà, vous vous souvenez de toutes les sorties de Reporters sans frontières sur le sujet. Et nous nous posons la question de savoir s'il y a des personnes qui ont peur des déclarations de Justin Danwe, parce que cette audition-là de ce suspect numéro 1 est vraiment attendue. Et à noter que c'est sur la base des déclarations de Justin Danwe que le colonel divisionnaire Léopold Maxime Eko est devenu suspect dans l'affaire. Tout à fait. Voilà, des noms de personnalités politiques, de membres du gouvernement avaient aussi circulé. Voilà, donc ce rendez-vous entre les deux lieutenants-colonels
devrait offrir, j'allais dire, beaucoup d'enseignements dans le cadre de l'enquête ouverte. Mais on ne comprend pas que le principal suspect ne soit pas encore auditionné jusqu'à présent. On attend donc de voir ce que les prochains jours nous réservent et je rappelle à ceux qui prennent l'écoute à l'instant que nous sommes en compagnie de Christophe Bobiokono, directeur de publication de l'hebdomadaire Kalara, du monde juridico-judiciaire, et l'information que vous venez de nous donner peut être lue à la page 3 de votre journal. Dans le même journal, on parle d'une sentence de 15 ans de prison pour l'ancien bourreau de Pierre Désiré Ngo. Si on peut revenir déjà sur l'historique de cette affaire et comprendre également de quoi il est question. Voilà, monsieur Pierre Célestin Atangana Bengono s'était fait remarquer il y a une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, lorsque gérant de la société de gestion, comment je vais dire ça, en régie du patrimoine foncier de la CNPS, il s'était retrouvé en bisbille avec Pierre Désiré Ngo. Et au cours des procédures judiciaires ouvertes à l'époque, voilà, c'est lui qui avait entraîné M. Ngo dans sa chute et en faisant un nombre de révélations sur les petits arrangements qu'il avait avec le DG, le puissant DG de la CNPS à cette époque. Oui. M. Atangana Bengono avait donc fait la prison et il est sorti. Voilà, il s'était fait remarquer pendant son séjour en prison par quelques autres frasques. Mais depuis que le chef de l'État avait pris un certain nombre de mesures, des mesures d'allègement des peines de certaines personnalités, de certains condamnés. Et voilà, M. Atangana avait recouvré la liberté. Sauf qu'il n'a pas tardé encore à faire parler de lui. Cette fois, il s'est fait appréhender dans les couloirs du ministère des Finances, alors qu'il allait suivre des dossiers de paiement des marchés au profit, c'était pas son entreprise, donc il allait aider quelqu'un à suivre les dossiers de paiement de ces marchés, des marchés attribués par le ministère des Pêches et des Industries animales. Mais il se trouve que ces marchés-là étaient des marchés fictifs, pour un marché qui avait été attribué à 13 millions de francs CFA. M. Atangana Bengono poursuivait, j'allais dire, le paiement plutôt pour une enveloppe de 413 millions de francs CFA. Donc, un traquenard avait été dressé pour l'appréhender. Le ministère des Industries, des Pêches et des Industries animales ne reconnaissant pas ce marché-là. Et M. Atangana Bengono avait été donc interpellé. Il a été jugé. Il a écopé de 15 ans de prison. 15 ans de prison, voilà, pour tentative de détournement de la somme de 413 millions. Il faut savoir que il y avait d'autres marchés pour un peu plus de 350 millions de francs. Un autre marché pour un peu de 350 millions de francs qui était à la charge de M. Atangana Bengono. Mais le parquet n'a pas pu apporter les pièces, comment je veux dire ça, les pièces certifiées, conformes, en tout cas des documents susceptibles de soutenir cette accusation-là. Cette accusation donc est tombée. Donc, M. Atangana Bengono, qui a déjà passé 4 ans, un peu plus de 4 ans en prison, s'apprête à séjourner 11 ans encore, sauf si la Cour suprême qui devrait saisir d'un recours rectifie la décision rendue la semaine dernière par le tribunal criminel spécial. On peut dire que pour ce qui est du cas de M. Pierre Célestin Atangana Bengono, qu'il a le détournement dans le sang et il s'y plaît peut-être à rester en prison. Dans toujours le cadre de la parution, des parutions du journal Kalara, vous évoquez une procédure d'une dame qui veut se débarrasser du nom de son mari décédé. Qu'est-ce qui fait problème à ce niveau-là? Non, mais c'est pas. Il n'y a pas de problème en tant que tel. Vous savez qu'avec l'évolution de la législation, maintenant, les femmes qui décident lorsqu'elles se marient de changer de dénomination en adoptant le nom de leur mari ont la liberté de conserver ce nom-là ou alors de revenir à leur identité d'origine, celle qu'elles avaient avant de se marier. Donc c'est une procédure classique. Cet article-là est surtout fait dans un cadre pédagogique, oui, pour montrer aux lecteurs, surtout aux lectrices, qu'elles peuvent très bien revenir sur le nom qu'elles ont adopté à un moment. Même si vous ne divorcez pas et que vous êtes une femme mariée, vous pouvez décider de vivre avec votre propre nom sans que vous soyez obligé d'accoler le nom de votre mari
Donc les procédures sont prévues pour cela. Et voilà, dans le cadre, c'est une affaire que un reporter de Kalara a couverte. Ça donne des idées pour ceux qui pourraient être confrontés à ce type de problème. Merci pour cette information. J'avoue que je n'avais pas, en fait, je ne connaissais pas ce qui concerne les procédures pour cette affaire. Abus de pouvoir quand le maire de Yaoundé veut arracher le terrain d'une succession en Vogada. C'est un article à lire en page 8 du journal. Oui, tout à fait. Donc là, c'est une procédure que la mairie, on pourrait dire à l'époque, la communauté urbaine de Yaoundé avait engagée pour obtenir un espace mis à la disposition d'une entreprise, je crois, chinoise qui avait des travaux dans la ville de Yaoundé. Et cette entreprise avait besoin d'un espace pour parquer son matériel. Donc, et la mairie de Yaoundé, enfin la communauté urbaine de Yaoundé, devenue mairie de Yaoundé aujourd'hui, avait donc sollicité le ministère des Domaines. Oui, Christophe, vous êtes en ligne? Des petits soucis sans doute avec cette communication. Yes, voilà. Oui. Christophe, on vous a perdu pendant un bon bout. Est-ce que je disais que la mairie de Yaoundé avait sollicité les travaux publics? J'espère que le ministère des Domaines, j'espère que je me fais comprendre. Oui, actuellement c'est bon. Voilà, avait sollicité le ministère des Domaines pour se faire donc attribuer un vaste espace foncier qui appartenait à diverses personnes titulaires des titres fonciers. Mais la procédure, comment je peux dire ça, d'expropriation n'avait pas été conduite comme il le fallait. Et donc, cette succession-là a vu son terrain être annexé par la mairie, alors qu'elle n'avait pas, la succession n'avait pas été indemnisée. La succession a engagé des procédures judiciaires pour corriger cette bévue. Elle a reçu le soutien du ministère des Domaines qui reconnaît que la procédure n'avait pas été faite. Mais la commune de Yaoundé, tout comme l'entreprise chinoise qui occupe le site et qui était sommée de libérer ce site-là sous astreinte, ont essayé de résistent à la décision de la succession de les expulser. Voilà. Les discussions dans cette affaire ont eu lieu devant le tribunal. La décision n'a pas encore été rendue. Et cette malheureuse affaire d'une fille de 19 ans condamnée à 25 ans de prison pour l'assassinat de sa copine, et vous parlez de rivalité. Oui, de petites rivalités entre copines, puisque le mobile de l'assassinat semble être le vol d'un téléphone Android. Le vol d'un téléphone Android. La jeune qui a été condamnée, étudiante, est venue rendre visite à sa copine avec une substance dans sa poche, substance que lui aurait conseillé son copain d'après ce qu'elle dit. Et elle a introduit cette substance-là dans la nourriture de sa copine à domicile. Et cette dernière, après avoir consommé cette substance, s'est ressentie mal et l'accusé a emporté le téléphone et s'est enfui. Heureusement, puisque la jeune fille était morte, mais simplement coup de chance, on pourrait dire, pour sa famille. La dame avait abandonné le récépissé, de sa carte d'identité, et les recherches menées ont permis de remonter jusqu'à elle. Mais avant de mourir, la fille qui avait été empoisonnée, avait pu quand même dire aux voisins qu'elle venait de recevoir la visite de son ami et avait donné le nom. Donc tout cela a facilité l'interpellation de la suspecte, qui est finalement passée aux aveux complets, sauf qu'elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de tuer sa copine. Voilà. Et le tribunal n'a pas totalement agréé sa version des faits, puisqu'elle a été condamnée pour assassinat et une peine de 25 ans de prison lui a été infligée. Donc 19 ans, vous voyez qu'elle passera un bon bout de sa vie en prison. Tout à fait. C'est une vie brisée. Qu'est-ce que son petit ami qui lui avait recommandé de commettre ce meurtre est devenu? Il n'a pas été interpellé? Le tribunal a estimé que c'était une version de circonstance pour essayer d'obtenir une condamnation moins lourde. Le petit ami n'avait pas été interpellé. Voilà. Donc, durant les enquêtes, il n'avait pas été interpellé. Donc, c'est une version qui a dû surgir en phase de jugement. Vous savez que l'assassinat donne droit à des peines beaucoup plus lourdes que le meurtre.
l'homicide involontaire notamment. Voilà. Donc, je crois que son avocat avait essayé de mettre en place une stratégie pour obtenir du tribunal d'avoir une décision une décision de justice un peu moins lourde. Et parlons justement de cette différence, Christophe Bobiokono, je crois que vous pouvez nous édifier là-dessus. Quelle différence y a-t-il entre un meurtre, un assassinat, un homicide? Dans tous les cas, il y a mort d'homme, mais simplement, il y a dans les intentions, voilà, dans la préméditation, voilà, le code pénal définit très très précisément chacune des infractions. Par exemple, lorsqu'on parle généralement d'assassinat, lorsque l'acte a été prémédité, mais en général, les homicides ne sont pas prémédités. Oui. Les homicides volontaires, lorsque vous roulez à bord de votre voiture et que vous bousculez un usager de la route et qu'il perd la vie, on ne peut pas imaginer que vous êtes parti de chez vous pour aller tuer cet usager de la route. Donc, oui. Vous êtes souvent frappé d'une condamnation pour homicide involontaire. Oui. Voilà. Donc, il y a des meurtres. Il faut dire que je ne maîtrise pas très très bien toutes les nuances qu'il y a dedans, mais l'assassinat est vraiment au top niveau, c'est-à-dire c'est quand on voit que la personne s'est organisée pour aller donner la mort après avoir prémédité, organisé, mis en place une stratégie et passer à l'action. Donc c'est à peu près cela. Merci. Mais on peut repréciser ces notions-là en lisant le code pénal, parce qu'il donne les caractéristiques de chacune des infractions. Mais ce qui les relie toutes, c'est que dans tous les cas, il y a mort d'homme. Merci Christophe Bobiokono. Un petit message à l'endroit de vos lecteurs. Disons que nous les saluons chaleureusement. Nous n'étions pas là la semaine dernière. Nous sommes de retour cette semaine. Et le marché de la presse écrite est en crise dans notre pays. Une grosse réflexion est en cours chez nous en ce moment. Il n'est pas exclu que nous décidions de mettre la clé sous l'opération. À chaque fois que Kalara apparaît, nous perdons de l'argent. Voilà la réalité. Nous avons des collaborateurs que nous devons entretenir, un loyer à payer, ainsi de suite. Et que faites-vous de l'aide de la presse? Vous n'y avez pas accès? Kalara n'y a pas accès? Je ne sais pas, l'aide publique de la presse est attribuée de manière confidentielle en ce moment. Si je ne sais pas ce qui s'est passé, mais même si Kalara recevait cette aide-là, ce n'est jamais plus d'1,2 million ou maximum 1 million, 2 millions. Ça ne suffit même pas pour tenir les charges de 3 semaines de fonctionnement. Donc, c'est une aide. Ça n'a rien à voir. Si vous allez en Côte d'Ivoire, un journal comme Kalara reçoit une aide qui est aussi entre 40 millions et 50 millions au Cameroun. On vous donnera 1,2 million. Nous ne crachons pas dessus, mais c'est une somme qui n'est pas structurante. Voilà, c'est ça la réalité. Chez nous, il n'y a pas de société de distribution du journal au Cameroun. Les entreprises ne communiquent pas comme on pouvait s'y attendre. Voilà. Et il y a des réalités camerounaises qui font qu'on communique pas nécessairement dans le support qui peut mieux porter le message, mais souvent dans le support de son frère ou de son camarade du parti. Donc, voilà l'environnement qui gouverne la presse aujourd'hui et qui rend très, très, très difficile l'exploitation d'un titre comme Kalara. Christophe Bobiokono, vous pourrez envisager la piste de l'actionnariat, par exemple? Oui, mais nous avons déjà quelques soutiens à l'intérieur, mais les actionnaires ils viennent pour gagner de l'argent en général. Voilà, ils viennent pour gagner de l'argent. Et en plus, certains viennent pour contrôler le titre. Nous sommes ouverts à toutes sortes de collaboration, le mécénat, l'actionnariat, à condition que nous ayons la liberté, de traiter les sujets sans limite, parce que ce journal se veut d'abord pédagogique. Oui. Il se veut, une torche dans les couloirs qui sont parfois sinueux des milieux judiciaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de drames qui se nouent là-bas. Nous ne voulons pas être un journal insipide qui est là pour défendre des intérêts particuliers. Donc, dans ces conditions-là, pourquoi pas, nous pourrions accueillir des actionnaires, des mécènes. Nous pourrions même nous écarter de la gestion. Je suis avant tout un journaliste, avant d'être un chef d'entreprise. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes à condition que
au bout du compte, le public puisse trouver, comment je vais dire ça, puisse trouver son compte dans l'idée que nous avons de faire en sorte que, en contexte de démocratie, le citoyen soit bien informé pour pouvoir éclairer ses choix. Merci Christophe Bobiokono et bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi et aux auditeurs de ABK Radio. Je rappelle que ces informations sont disponibles dans le journal qui est apparu ce matin, mais aussi sur le site internet de Kalara, www.kalara.hebdo.net, c'est notre adresse. Voilà, et vous pouvez trouver ces informations sur ce site-là. Merci. Christophe Bobiokono, directeur de publication du journal Kalara.